Donc la question, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a parlé de ça ici, quel est le lien avec la soulia précédente. À ce stade, la seule réponse qu'on pourrait faire, mais elle n'est pas bonne, c'est de dire que de la même façon que nous avons vu dans la semaine précédente, que sur Moshe et Aaron, on s'est posé la question de savoir si la faute qu'ils avaient fait de frapper le rocher au lieu de lui parler avait été responsable de leur mort ou pas. Alors donc il y a ici une faute, et on ne sait pas trop si c'est une grande faute ou une petite faute. Mais c'est pas pareil. Alors là aussi on pourrait comparer, Reuven aussi, il y a une grande faute, mais peut-être que en fait cette grande faute elle doit être ramenée à une petite faute. Mais c'est pas du tout la même chose, parce que là-bas dans le cas de Moshe et Aaron, la faute on la connaît, c'est le fait d'avoir frappé et pas parlé. Et simplement, on se demande quelles ont été les implications de cette faute. Est-ce que, de toute façon, c'est une toute petite faute, on le sait, mais à l'échelon de Moshe et Aaron, est-ce que c'est ça qui a pu être responsable de leur mort ou pas? Il y a eu une marloquet Tanaïm là-dessus. C'est quand même très éloigné de parler d'un texte où la Torah nous dit que Reuven a commis un acte donné. Et là, on est en train de dire, mais en vérité, c'est pas cet acte donné, il n'est pas à comprendre au sens propre, et c'est au sens figuré, il a fait quelque chose de complètement différent. Donc le lien paraît extrêmement ténu. Donc c'est pas satisfaisant. Oui, comment on emploie le mot chèque aussi, dans ce cas-là? Oui, il y a le mot chèque dans les deux cas, d'accord. Comme vous avez dit que le mot chèque, on méritait la mort, par opposition à Aaron, c'est ça qui est. Il n'y avait pas d'autre terme qui était employé par Avalli, qui était elatoé. Quand on croit qu'il n'utilise pas le mot toé, Avalli. J'ai pas le texte. Quoi, elatoé? Rabbi Ami, il a dit elatoé? Je n'ai pas le texte. Oui, moi je dis, il n'a pas. De toute façon, c'est purement formel. Oui, exactement. Là, je ne suis pas dans la bonne page. Rabbi Ami, il avait dit En mita belochet, en isurim beloavon. Il n'y a pas de taux. Il n'y a pas de taux. Non. D'accord. Non, mais ça va. Non, mais même s'il y avait, ça ne serait pas une bonne réponse, mais il n'y a pas. On veut savoir si Reuven c'est des tzadikim. Est-ce que tous ces gens-là, on va citer après, c'est des tzadikim ou pas? La problématique, elle est là. C'est un peu difficile encore, c'est vraiment ténu comme lien. Alors on verra. Alors maintenant je propose de voir le Maharsha. Donc le Maharsha sur... Alors pas quand la Omer Reuven, c'est peut-être pas la peine de le faire celui-là. Oh, on peut le faire, pourquoi pas après tout. Oui, on va le faire. Je ne l'avais pas vu celui-là, mais c'est pas inintéressant. Alors commençons par celui-là. Kol Omer Reuven Chata, Perash Rashi B'Maaseh Bila. Rashi a dit, dans l'histoire de Bila, Digdek Lomar, de B'Maaseh Bila Komashmao Lo Chata. Rashi a été très précis dans les termes qu'il emploie. Parce que dans l'acte de Bila, l'acte Maaseh Bila, ça veut dire l'acte de Bila, Kemashmao, si on le prend au sens propre, lo chata, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté dans l'acte de Bila. Aval vadai chata bilbul yotzuer. Mais par contre, il y a une faute. C'est-à-dire, on ne veut pas dire que lo chata bichlal. Il n'est pas question de dire que lo chata bichlal. Parce que c'est sûr qu'en bouleversant la couche de son père, il y a une faute. Que de Kamar de Malé Alav. La preuve en est qu'on le compare on le lui impute comme s'il avait commis la faute. Donc ça prouve bien qu'il y a une faute. C'est pour ça que Rashi a dit c'est l'acte. L'acte, c'est-à-dire l'acte de la relation, c'est cet acte-là qu'il n'y a pas eu. Mais il y a quand même eu une faute. Et c'est la même chose qu'on trouve après dans la braïta de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit Mutsal Oto Tzadik mais auto avon. Le marchand nous rend attentif au choix des mots. Quand Rabbi Shimon ben Elazar va parler, il va dire ce tzaddik est préservé
Mais auto avon, de cette faute-là, mais pas de toutes les fautes, il y a une faute, mais ce n'est pas celle qu'on pense. De Haïlou, mais auto avon, mamash, de Maaseh Bila. Quand on parle de cette faute-là, ça serait la relation avec Bila. Aval Bochet de Bilboul Yutsu et Aviv, lo Yamutsal. Mais il n'était pas préservé de la faute d'avoir perturbé la couche de son père. Le Chayagavna, Perchua Tosfot, le Kaman, on verra une explication de ce type dans Tosfot à propos de Bené Eli, mais bon, on n'en est pas là encore. Alors maintenant, on en vient à la question qui était pourquoi on compare des choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors chez Nehemar, Vayiyu Bene Yaakov Shne Masar Melamed Vechule, que Perash Rashi, comme Rashi l'a expliqué, Verotzel Omar, et il veut dire la chose suivante, Kivan de Matri Lilian Acher, Veunifsak le Pasuk Acheret, étant donné que, à partir de la phrase les fils de Jacob étaient au nombre de 12, on commence un nouveau sujet. Et d'ailleurs, le verset est coupé en deux parties par une paracha. Avelenami l'afsuke le pasuk acher, on aurait dû aussi en faire deux versets différents. Pourquoi le garder à l'intérieur du verset? Ilav le haidrasha de Moussa Badeleel. Donc sinon, si ce n'est pour qu'on fasse ces interprétations, à savoir que ça se rapporte à ce qui a été dit plus haut, de Gam Sheaya Berouvenze Hagnut Vaishkav, que bien qu'il y ait à propos de Rouven cette phrase qui lui fait honte, comme quoi il a couché avec, Mikol Makom Yudvet Bana Bayushkulim, mais il n'en reste pas moins que les 12 fils sont de même niveau, que Moshe Loaya Be'echav Ze Agnut Mamash, de la même façon que pour les autres enfants de Yaakov, il est bien évident qu'il n'y avait pas à leur reprocher cette honte-là de Vaishkav, d'avoir couché, car Loaya Bo Ze Agnut Mamash de Vaishkav, et bien il en est pareil pour Rouven. Rouven non plus, on ne peut pas lui reprocher d'avoir couché. Velon Nirtav Bo Ken, et là Al-Shem Bilboul Yutsu. Et donc ça ne lui a été écrit que par rapport au fait d'avoir perturbé la couche. Maintenant, la question qui se pose, mais quel rapport entre perturber la couche et coucher? Comment on peut dire, à cause de ça, ça lui a imputé comme si, mais ça n'a aucun rapport. On y a déjà répondu. Qu'est-ce qu'on a répondu? C'était une apparence par le Balbel, on a l'impression qu'il y a eu un rapport, mais... Ah, on n'a pas dit ça encore. Ah, si, il me semble... Non, il a simplement dit que la couche avait été mise en portefeuille, c'est tout. Ouais, c'est tout. J'ai cru que c'était une réponse à... Non, il a empêché, il a perturbé la couche, c'est-à-dire il a empêché son père de rentrer dans le lit pour lui montrer tu ne devrais pas rentrer dans ce lit-là. Vous avez avancé déjà. D'accord. Alors, en tout cas, on va voir ce que dit le Maharsha. Alors, où est-ce qu'on est resté? Venir et baiser. Ma shekina. Il faut faire attention là, on a tendance à dire shrina, mais c'est pas shrina. Ma shekina bilboul yetsue leshrivato imbila et shetaviv. Là, il pose la question. La raison pour laquelle on a surnommé, on a surnommé le fait d'avoir perturbé la couche, on l'a surnommé comme étant avoir couché avec Bila, la femme de son père. Le fit ma chez Amrou, en fonction de ce qu'on a dit, qui Rachel aïta akeret abayit. Que Rachel, en fait, on sait très bien que c'était la partie essentielle de la maison. V'kol atzmo shel Yaakov lo avad ela berachel. Et que tout ce que les efforts que Yaakov a fournis dans la maison de Lavan, il ne les a fait que pour avoir la main de Rachel. Ve'aliada nasagam Léa ve'ashfachot. Et en réalité, c'est par entraînement avec Rachel qu'il a été amené à épouser Léa, puisqu'on sait que Lavan lui a mis Léa à la place de Rachel, et qu'il pensait avoir Rachel et c'était Léa. Ve'ashfachot, et les servantes aussi lui ont été données par Lavan, et ensuite n'ayant pas d'enfants, etc., donc il a épousé les shvachot. Ve'alken b'chaye Rachel
Aya mitato tadir be'oel Rachel. Donc c'est la raison pour laquelle du vivant de Rachel, le lit de Jacob était le plus souvent dans la tente de Rachel. Velichvoda gamachar mota, et pour faire honneur à sa femme Rachel, à sa défunte, même après sa mort, Hemin mitato be'oel bil'a shifrat Rachel. Il a placé son lit dans la tente de Bilha, parce que Bilha était l'ancienne servante de Rachel. Bon, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Hein. Ou le fima shebiarnu b'masechet Yevamot. Et d'après ce que nous avons expliqué dans le traité Yevamot, c'est-à-dire là, le Maharsha fait référence à une explication que lui-même a donnée dans Yevamot d'Afkuf Amud Bet. She'amru sham she'aya Avraham v'zaro asurim lisa shifra. La question qui est posée, c'est, on sait que une fois que la Torah a été donnée, il y a écrit Lo yeh kadesh bivnei Israël, c'est l'interdiction à un ben Israël d'épouser une shifra knaanite. Une shifra knaanite, c'est une shifra qui a été convertie au judaïsme dans le but d'être une shifra. Elle a un statut à part, intermédiaire entre le statut de juif et le statut de non-juif. Elle est soumise aux mitzvot, mais uniquement, comme même le Evet Knani, uniquement aux mitzvot que la femme est soumise. Et un ben Israël, n'a pas le droit d'épouser une shifra. Sauf s'il est lui-même. C'est ça, Evet Ivri. Pardon ? Quand il est arrivé, oui. Ah, Evet Ivri, oui. Evet Ivri, mais juste pour la période où il est d'Avdout, c'est pas vraiment un mariage. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'Abraham Avinu, dont on dit qu'il a accompli toute la Torah Kula, est-ce qu'il avait le droit d'épouser une shifra ? Alors, donc on a dit là-bas, chez Avraham Vizaro Asurim Lisa Shifra, que eux, ils tombaient déjà sous le coup de la défense d'épouser une shifra. Veunasa et Hagar Shifrat Sarah, et malgré cela, il a pu épouser Hagar, qui était pourtant servante de Sarah. Pourquoi ? Le fils chez Nishtachera Hagar Mimeila, parce que Hagar a été affranchie du même coup. Kedir anosé le avdo bat chorim de yotse le cherut. Comme, conformément à la loi qui est enseignée dans le traité Gittin, page 39b, où il est dit que celui qui donne à son esclave cananéen il fait marier son esclave cananéen à une batrorie, c'est-à-dire à une juive normale, ce qui est interdit par la halakha. Donc, quand un maître fait marier son esclave cananéen à une juive, ipso facto, il est réputé affranchi. Parce que comme il ne veut pas faire une avéra, ça sous-entend qu'il a voulu l'affranchir. Une fois qu'il l'a affranchi, il peut épouser une juive. Comme un guerre. Donc c'est ce qui est écrit dans la Gemara de Gittin. Et donc le Maharsha explique à la Gemara de Yevamot que comment c'est possible. La Gemara dit que les Avot ils étaient soumis à la défense. Alors comment Avraham a-t-il pu épouser Hagar ? Eh bien, dès qu'il l'épouse, automatiquement, quand Sarah lui dit prends Hagar, marie-toi avec Hagar, c'est qu'elle l'a franchi. Automatiquement, elle est affranchie. Alors le Maharsha nous dit il faut dire que c'est la même chose qui s'est produit avec Yaakov chez Utar Bishvachot Eilu, qui a eu le droit de se marier, enfin de prendre comme concubine, comme Pilakshim, ces deux servantes, Bila et Zilpa, le fils chez l'Ishtacharu Mimeila, que chez Nitnulo. Parce qu'ils ont été affranchis du même coup, dès lors que leurs femmes, Rachel et Léa, les ont confiés à Yaakov, c'était automatiquement un affranchissement. Reuven ta'a bezé. Mais Reuven, il n'avait pas compris ça. Il s'est trompé dans cela. V'chashav shelo nishtacheru bila vezilpa mimeila.
Lui, il ne connaissait pas cette Gemara de Gittin. Et donc, lui, n'avait pas pensé que par le fait que Yaakov ait des relations avec elle, elles étaient du même coup affranchies. Donc lui pensait qu'elles étaient toujours shvachot, et sans doute il pensait que il ne savait pas non plus que les patriarches n'avaient pas le droit d'épouser des shvachot. Donc il pensait qu'elles étaient shvachot. Ou le cas Hamrou, shkarou les bnei shvachot avadim. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que dans le Midrash, on dit que une des choses que Yosef a rapporté à son père, c'était que ses frères, fils des matriarches, se moquaient ou méprisaient leurs demi-frères, ceux qui étaient les enfants des concubines, en les appelant Avadim. Et pourquoi ils les appelaient Avadim? Parce que c'est le statut halachique, quelqu'un qui est né d'une chifra, il est Eved. Et donc ça confirme que les tribus, dont le premier d'entre eux c'était Rouven, pensaient sincèrement que c'était des Avadim. Ou le Kachamrou, chez Karou, le Bnei Shvachot, Avadim. C'est la raison pour laquelle on comprend d'autant mieux que les tribus aient appelé les fils des servantes, ils les aient traités d'esclaves, qui valent Shifra Komota, parce que c'est la halakha chez nous que l'enfant d'une Shifra a le même statut qu'elle. Ou le Zé, et c'est la raison pour laquelle le Fidato, d'après l'opinion de Rouven, chez Bila Aïta Shifrat Rachel, qui pensait que Bila elle avait toujours le statut de servante de Rachel. Velon Ishtachora, et qu'elle n'était toujours pas affranchie. Tava, il bonimo, ça marche très bien avec ce que dit la Gemara chez nous, qu'il était choqué et qu'il a demandé des comptes pour la honte faite à sa mère. Pourquoi? C'était Shifra Tachotini, puisque pour lui, Bila a toujours le statut de Shifra. Personne ne l'a affranchi. Donc elle est toujours Shifra. Et donc c'est pour ça que c'était une honte que Yaakov, au lieu d'aller chez Léa, il va pas seulement chez une concubine, il va chez une Shifra qui a toujours le statut de Shifra. Ou le Zéhama, c'est la raison pour laquelle il a dit le Fidato chez Bilha, Adaïn Shifra. Donc d'après son raisonnement et sa compréhension des choses, selon laquelle Bilha est toujours une Shifra. Velon Ishtachora, et qu'elle n'a toujours pas été affranchie. Ve'eina Eshet Aviv Klal. Si c'est une Shifra, elle ne peut pas avoir le statut de femme de son père. She'en Kiddushin Tofsimba. Parce qu'il n'y a pas les Kiddushin dans une Shifra ne prennent pas effet. Donc elle est en fait célibataire. Ve'eina Asura lo le Rouven ve'Eshet Aviv. Et donc, il n'y a pas d'interdit pour Rouven d'avoir des relations avec elle, puisqu'elle n'est pas Eshet Aviv, puisqu'il n'y a pas les Kiddushin Tofsim. Malé. Donc c'est très fort, hein, c'est le raisonnement. Donc faisons une petite pause. Dans le raisonnement le suivant. Reuven, donc la vérité est que les servantes n'étaient plus les esclaves n'étaient plus des esclaves dès l'instant où Abraham épouse Agar, Yaakov a des relations avec Bila et Zilpa, elles deviennent ipso facto Benot Israël, le Shucharim. Mais Reuven ne connaît pas, et donc elles deviennent Eshetav. Mais Reuven ne connaît pas tout ça. Reuven pense que les Avot ne sont pas soumis à la Torah, ils peuvent épouser des Shvachot, mais bien sûr les Kiddushin ne sont pas Tofsim, donc elles restent Shvachot. Eux, ils ne font pas de Avera, les Avot ne font pas de Avera, mais la Shifra reste Shifra. Donc Reuven est scandalisé que Yaakov préfère une Shifra à sa mère, et il pense qu'il n'y a aucun issour de Eshetav, et qu'il pense qu'il pourrait très bien, s'il voulait, avoir des relations avec elle, autant que son père, puisqu'elle n'est pas mariée avec son père. Et donc, alors on n'a pas encore vu, alors qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Et donc, Ma'ale alav akatuv que ilou shachavimo. Donc maintenant on peut comprendre pourquoi le verset le lui impute comme s'il avait couché avec, de le fidato mutarlo shrivato ima. Parce que d'après ce qu'il pensait, lui, c'est une manière de nous faire comprendre que selon ses conceptions, sa compréhension des choses, c'était quelque chose qui aurait été permis pour lui.
Shamar Akatou, c'est quoi ça? Dalet Shamar Akatou, Qu'est-ce que c'est? Quelle abréviation? Dalet Hey. Est-ce que c'est dans Divrei Hayamim? Peut-être c'est dans Divrei Hayamim qui me chalolo yotsu et aviv nitna abechora le Yosef qui me fourrache le perek yesh nochlim le fils shal yedei bilbul yotsu et shel bil'a paga bikvod Rachel shaita akeret habayit. Donc c'est la raison pour laquelle on peut comprendre qu'à cause de ça l'aînesse qui était destinée à Reuven a été transférée à Yosef. Parce qu'en portant atteinte à la couche de Bila, il a porté atteinte au kavod de Rachel, Shaita Akeret Habayit, qui était l'essentiel de la partie centrale, la colonne vertébrale de la maison, que Moshe Katavti le El, Alken Nitla Bechora Mimenu, Unotana le Yosef, Shu Bechor Shel Rachel. Bon, ça c'est juste un petit complément pour expliquer comment ça se fait qu'à cause de ça, ça a été transféré à Rachel, parce qu'en vérité, c'était ce qu'il a fait en s'attaquant à Bila, c'était une atteinte à Rachel, et ben, en réciprocité, en rétorsion plutôt, en mesure de rétorsion, il va perdre l'aînesse et ça va donner un fils de Rachel. Mais bon, alors le fond de ce qu'il faut, c'est recentrer sur la question. La question était, on a bien compris qu'il a voulu empêcher son père, il a protesté sur le fait que son père couchait dans ce lit avec Bila, d'accord. La question était, mais pourquoi on lui impute ça comme s'il avait couché avec elle, alors qu'il n'a absolument pas couché avec elle. Alors que c'est quoi la réponse du Maharsha au final? C'est c'est pour nous faire comprendre qu'il aurait pu coucher, selon ses propos, selon sa compréhension des choses, et qui a motivé l'acte qu'il a fait, c'est une compréhension telle que s'il avait voulu, il aurait eu le droit d'avoir des relations avec elle. Ça reste quand même extrêmement forcé, parce que le texte dit « il l'a fait ». Alors il n'a rien fait du tout. Il avait en tête des choses qui, selon son raisonnement, lui auraient permis de le faire, mais il n'a jamais rêvé de le faire une seconde. Donc ça reste un peu... Je voulais quand même commencer par l'étude du Maharsha d'abord, parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Mais quand on arrive au bout du bout, au résultat, on n'est pas tout à fait encore satisfait de la réponse à la question. Un instant. D'autant plus que même s'il avait pensé qu'il pouvait le faire et qu'il allait le faire, mais comme dit le Tana, il a été sauvé, Non, le Maharsha n'a pas dit ça du tout. Hein. Le Maharsha n'est pas rentré, il n'a pas dit une seconde qu'il a voulu le faire. Il n'est même pas rentré là-dedans. C'est juste pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'il avait en tête, et quelque part pour expliquer le geste de Reuven. C'est une manière d'expliquer le geste de Reuven. Je voulais quand même mentionner, effectivement, c'est pas exactement le cas, mais que dans Kiddushin, il dit que Mahashava et Namitzaref. Oui, mais il n'y a pas de Mahashava ici. Encore une fois, il ne faut pas anticiper sur le suite de la Gemara. Au stade où nous avons étudié, nous n'avons pas vu à un seul instant qu'il ait eu l'intention d'avoir des relations. Le Maharsha plus tard va le dire, mais à ce stade-là, il ne l'a pas dit. Mais il semblerait que le Maharsha force, comme on dit à l'instant, qu'il va même chercher des circonstances vraiment intelligentes, disant que quand bien même il aurait fait, c'était pas intéressant. C'est vrai. Mais alors ce que je comprends pas, c'est comment ça fait que le Maharsha dit ça et que le Harour qu'on voit, il arrive juste en face de Reuven. Donc il semble que ce Harour de Reuven, c'est celui de penser qu'il aurait éventuellement eu des relations. Tout à l'heure on a vu. Je n'ai pas compris. Dans les dialogues de Harour. Oui. On l'a mis en face de lui justement pour nous faire comprendre qu'il n'a pas fauté. Oui, néanmoins il est positionné en face de Reuven. Justement pour qu'on comprenne qu'il n'a pas fauté, parce qu'on aurait pu penser qu'il a fauté. Pourquoi on aurait pu penser qu'il a fauté? Parce que le verset le dit. Le verset dit noir sur blanc qu'il l'a fait. Alors évidemment, tout le monde aurait été censé penser qu'il l'a fait, et le fait d'avoir mis le Harour en face de Reuven nous permet de comprendre que non, qu'exceptionnellement, il ne faut pas comprendre le verset au sens propre, mais ça reste très difficile. D'accord, mais alors là, le Maharsha, il cherche vraiment au maximum les circonstances atténuantes pour éviter. Non, son objectif n'est pas de chercher des circonstances atténuantes, mais d'expliquer pourquoi le verset dit des choses qui ne se sont pas produites. Alors, comment comprendre que le verset dit quelque chose
alors que c'est contraire à la réalité. Alors il dit, c'est une manière de nous faire comprendre ce que Rouven avait dans la tête. C'est très loin du texte, c'est très loin du sens simple, et c'est pas très satisfaisant. Avec le marchand, on disculperait Rouven de l'acte dont on croit qu'il s'est rendu coupable. Voilà. Mais en même temps, il le rend coupable aux yeux de Jacob. Oui, ça c'est indiscutable. Alors le verset, dans sa première partie, peut laisser penser que voilà, que c'est Jacob qui découvre ça. Oui, Israël. Et donc, comme on est dans la théorie que pour Jacob, c'est une femme libérée, donc on ne peut pas. Et donc, quand il s'est marié avec elle, donc c'est bien une femme interdite. Donc, pour Jacob, Reuven a bien commis une faute. Oui. S'il avait fait l'acte, mais il n'a pas fait l'acte. Oui, mais lui, il ne le sait pas. Il voit le lit des faits, il comprend qu'il s'est passé. Alors là, vous êtes déjà dans votre explication, comme quoi il y a eu des apparences. Cette explication-là, elle existe, je vais vous la citer, mais ce n'est pas du tout le marcha. Mais disons qu'elle se complète bien avec le point de vue du marcha si on se place du point de vue de Jacob. Je sais pas, elle renforce cette idée. C'est tout à fait différent. Je veux dire, si on dit ça, ça nous oriente dans une autre direction. C'est pas compatible avec le marcha. Il y a deux mondes, il y a le monde de Jacob, il y a le monde de Reuven, pour qui l'un c'est une relation permise, et pour l'autre c'est une relation mais pour Jacob, il n'y a aucune raison de penser que Reuven a eu cette relation à ce stade, donc ça ne joue pas. Si le marcha il considère que Reuven aurait pu avoir le pouvoir d'aller avec Mila, les enfants de Mila sont déjà nés. Quel est leur Les enfants de Mila sont déjà nés. Oui. Quel est leur statut alors? Si elle est encore disponible pour d'autres personnes que le père de ses enfants. Il a dit le marchand, ce sont des esclaves. Il a dit parce que les enfants d'une esclave sont des esclaves. Ouais. Selon la théorie de Rouven, ces demi-frères sont des esclaves. C'est ça. Il a dit que justement, c'est encore Shifra. Et donc leur mère serait toujours disponible pour d'autres hommes. Oui. Que la mère soit disponible pour d'autres hommes, c'est valable pour n'importe quelle relation en mariage avec une célibataire. Et là, il s'agit de Jacob, des enfants avec. Oui, ça change quoi? Le plus grave, c'est que c'est parce que c'est une chifra. Et que si c'est une chifra, les enfants ont le statut de Évêque, ils ne sont même pas connectés à leur père. Ils sont déconnectés de leur père. Quand aujourd'hui un juif a de relations en mariage avec une juive et qu'ils ont un enfant, l'enfant est rattaché halachiquement parlant, et pas seulement biologiquement, et à son père et à sa mère. Mais si elle est Goya par exemple, ou si elle est chifra, il n'y a plus de connexion avec le père du tout. Donc dans la tête de Reuven, c'est ce qu'ils disent, c'est des avadim, c'est même pas nos frères. Biologiquement oui, mais pas halachiquement parlant. Dans l'explication du marcha, c'est ce qui ressort. Ce qui me gêne dans le marcha, c'est il le dit noir sur blanc. Il le dit noir sur blanc. Au contraire, il dit ça renforce. Parce que nous, quand on lit le Rashi qui disait que leurs frères c'était des avadim, on comprend ça au sens figuré. On n'a jamais pensé que c'était halachiquement parlant. Là, c'est très fort, en vérité. Cette partie-là est très convaincante. Est-ce que c'est pas gênant avec le marcha de constater que finalement Reuven refait ce qu'il reproche à Jacob? Il aurait pu refaire ce que il reproche à Jacob, puisqu'il aurait eu lui-même, au lieu de Léa, sur le site de Léa, un rapport avec la chifra. Reuven reproche à son père d'avoir un rapport avec Ida, c'est ça? Oui. À l'endroit où Léa siégeait. Pas du tout. C'est pas à l'endroit où Léa siégeait. C'était À la place. Chacun avait sa tente. À la place d'aller Au lieu de se retrouver dans la tente de Léa, il est dans la tente de Bila. Oui, voilà. Lui, en ayant ce rapport avec Bila, il commettrait la même transgression. Encore une fois, vous êtes toujours dans votre idée que le marchand n'a absolument pas envisagé une seconde que Rouven est dans l'idée d'avoir des relations avec elle. Donc de toute façon, c'est pas ça.
Mais même si c'était le cas, c'est plus, ça ne fait pas honte à sa mère, au contraire. Au contraire. Le reproche que Rouven fait, c'est que Yaakov, qui est le mari de Léa, va aller avec une chifra. Que lui, qui est le fils de Léa, avec une chifra, ça ne gêne pas sa mère. D'accord. Parce qu'ils sont plus en rivalité. D'accord. Malgré tout, il me semble que l'explication du Maharsha, elle n'explique pas complètement la position de Yaakov. Il dit oui, Réhouven pensait qu'elle était une chifra, mais en fait elle était affranchie, c'était une femme à part entière. Exactement. Mais même si c'était une femme à part entière, Oui. c'était la 4e femme. Oui. Alors que Léa est la première, bon, admettons la 2e après la retraite. Oui, oui. Mais il a quand même manqué de kavod, disons que. Ah oui, ça c'est pas du tout le problème, ça. En la faisant passer la 2e femme après la 4e. Mais ça n'a pas du tout été soulevé dans le texte comme difficulté. Yaakov le revendique, effectivement, sa fidélité à Rachel, à Keret Habayit, fait que, après que Rachel soit morte, elle est remplacée par Bila, et tant pis pour Léa. Ça, Yaakov le revendique. Hein. Reuven n'est pas content, mais Yaakov dira c'est pas tes affaires. T'as pas à te mêler à mes affaires. Oui, À Keret Habayit, c'était elle qui était le parti central, le pilier central. Ça vient de Ikar. Ikar, c'est l'essentiel. Ouais. C'est un verset dans le Hallel, Moshivi à Keret Habayit. c'est ça. Effectivement, il dit qu'il s'est élevé, Réhouven, pour le kavod de sa mère. Alors d'un côté, il est coupable par rapport à Yirat Aviv, mais avec la mitzvah de Kibbutz d'Ed. C'est vrai. Ouais, ça, c'est traité dans la Lacha, ça aussi. Alors, oui, vous avez raison en tout cas de dire que certainement dans la tête de Rouven, il avait le droit de faire manquer de kavod à son père parce qu'il faisait kavod à sa mère. Ça permet effectivement de mieux comprendre comment Rouven est allé à oser aller sur cela. Alors maintenant, je vais vous citer le Maharal de Prague. Alors lui, il pose une question encore plus, comment je peux dire ça, encore plus déconcertante de simplicité. On a dit qu'il a l'air d'avoir compris que, comme nous, que Bilbel Yutsuim, ça veut dire qu'il avait mis le lit en portefeuille. Alors il a dit, alors où est le problème? Il avait qu'à refaire le lit. Pourquoi on en fait toute une histoire de ça? Efchar Larzor et Yetsuo Limkomo. C'est grave d'avoir fait ça, c'est symbolique. On le lui impulse comme s'il avait fait une relation interdite, alors qu'il a fait un tout petit geste symbolique. Alors il ne fait pas la peine d'en faire une histoire. On remet le lit, on appelle la femme de ménage, elle remet le lit à la place, et tout, on n'en parle plus. C'est quand même une violation de domicile. Alors voilà l'explication maintenant du Maharsha. C'est que, en fait, Réhouven, et là on en vient à votre explication à vous, parce que ça je ne voulais pas qu'on la confonde, parce que c'est vraiment, il y a le Maharsha et il y a le Maharal, que Réhouven a voulu rentrer dans le cadre d'une Gemara de Yevamot, mais Kavdalet Aboubet. Il y a écrit là-bas, Matza Aba'al Davar Mechua. Si un mari rentre à la maison et constate quelque chose de scabreux. Ouais, Mechouar, c'est laid. Kegon, par exemple, c'est la Gemara qui explique. Ra'a rochel yotze me'abayit. Il voit un colporteur qui sort de sa maison. Et Umatza et Ishto chogeret besinar. Sinar, c'était, à l'époque, Rashi explique, un genre de pantalon que les femmes portaient les tzniout. Sous la robe, elles mettaient encore un pantalon. Et donc, il voit un homme qui sort de la maison et il voit que sa femme est en train de mettre son pantalon. Il n'a pas sonné comme il a bien recommandé. Il faut toujours sonner avant de rentrer chez soi.
Et donc, Reuven a fait ça aussi, pour que les soupçons pèsent sur lui. Il a fait exprès, il n'a rien fait en réalité, mais il a fait exprès une mise en scène pour qu'on puisse croire qu'il avait eu des relations avec Bila. Et pour obliger Yaakov à se séparer d'elle, parce que si sa femme lui est infidèle, il ne peut plus avoir de relations avec elle. Donc il a voulu faire un subterfuge et une mise en scène qui allait obliger Yaakov à abandonner Bilha dans le doute qu'elle a pu lui être infidèle. Et c'est ça ce qu'on appelle Bilbel Yetzoué. C'est pas juste le lit en portefeuille, c'est beaucoup plus profond. C'est qu'il a fait en sorte que Yaakov puisse plus rejoindre Bilha dans le lit. C'est ça Bilbel Yetzoué à vivre. Pas du tout dans la démarche du marcha, comme quoi c'est encore une chifra, etc. Oui, on représente tout ça. Oui, exactement. Ça a l'air d'être vraiment sa femme, et donc on est dans un problème de échétiche. C'est confondre les filiations. Voilà. Et alors là-dessus, il anticipe sur la suite du passage que nous n'avons pas encore vu, où on va voir qu'il y a un Tana qui pense que Béhémet, Reuven avait projeté de faire ça. Donc on va voir plus tard un degré encore plus fort. Pour l'instant, on ne dit pas ça. Pour l'instant, là, on est dans le Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il n'a pas du tout fauté, il n'a même pas rêvé une seconde de le faire, mais il avait eu un subterfuge pour essayer d'obliger Yaakov de se séparer de Bilha. Mais en tout bien, tout honneur. Mais par contre, on verra plus loin qu'il y a un Tana qui pense qu'il a voulu le faire et au dernier moment, il a regretté et qu'il n'a pas fauté. On n'en est pas là pour l'instant, mais cela a suffi pour obliger Yaakov de quitter Bilha. Alors du coup, on comprend beaucoup mieux le sujet, d'après ça, on comprend beaucoup mieux l'ensemble, mais la question reste quand même, pourquoi on dit que c'est comme s'il avait couché avec elle? On lui impute Malé à la Vakatouf Keilou, mais il ne l'a pas fait. Ça reste quand même un problème. Bilha, elle a accepté de jouer ce rôle de remonter le campement. Alors c'est Malé à la... Pardon? Bilha. Non, on n'a pas dit que... Reuven a fait les choses de telle manière que non, Bilha, elle n'a rien fait là-dedans, mais ça s'est fait comme ça. Reuven s'est mis dans le lit avec, il y avait Bilha qui était là, Reuven rentre dans le lit avec elle, Yaakov rentre, ils sont tous les deux dans le lit, ça suffit. On n'est pas obligé d'être exactement dans les mêmes... c'est un exemple qu'il avait été donné, la Gemara des Bavot. Il a créé des conditions scabreuses où le doute était plus que permis. Et en réalité, il n'a absolument pas fauté. Alors, reste quand même le problème. Alors pourquoi le verset nous dit qu'il l'a fait alors qu'il ne l'a pas fait? Donc c'est un peu... La question n'est pas résolue tout à fait, mais on comprend beaucoup mieux que l'histoire du Bilbel Yetzouï, l'histoire de la couche trop perturbée n'était pas claire. Là, ça prend un sens très très fort. Mais la question de base, qui est quand même la plus difficile, que le verset nous dit qu'il l'a fait alors qu'il ne l'a pas fait, ça reste quand même un problème. Ma'ale Keilou, mais il ne l'a pas fait. Alors pourquoi Ma'ale Keilou? Comment on peut... Ma'ale, ça veut dire on le lui impute comme si. Comment la justice divine peut-elle imputer comme si alors qu'il n'a pas eu ceci? Ça reste une difficulté. À la fin du sujet, le Maharal explique encore d'une autre façon. Il donne une autre explication, peut-être complémentaire, pour expliquer ce Vayishkal. C'est un nouveau Maharal. Il dit la chose suivante. S'agissant de la Madrega de Yaakov Avinu, on sait que Yaakov Avinu était un homme d'un niveau exceptionnel, tout entier dans la spiritualité. Quand on parle de Shriva, d'un homme qui couche avec une femme, quand Yaakov prend tout de façon idéale et symbolique. Le mot coucher pour Yaakov, en fait, est synonyme de chibour. Ça veut simplement dire créer un lien. Ça ne veut pas dire coucher physiquement. Dans le système de pensée et de parole de Yaakov, qui est d'un tel niveau,
Le mot shochev n'a pas le sens qu'il a pour nous. Le mot shochev, ça veut dire chibour. Ça veut dire simplement créer un lien. En inyan asher chiva imisha ela chibour bilvad. Parce que même lorsqu'on couche, c'est pas autre chose finalement que de créer un lien. Pour lui, la relation physique n'a aucun sens en tant que telle. Il n'y trouve pas la jouissance que d'autres y voient. Pour lui, c'est une manière de créer un lien plus profond avec sa personne qui est sa femme. Et ou le kichat isha mi ba'ala. Et quand quelqu'un soustrait une femme à son mari, c'est aussi un chibour. Il crée un lien, donc la personne extérieure au couple crée un lien avec l'épouse pour détacher la femme de cet autre lien, exactement. Et donc, c'est pourquoi, c'est uniquement parce qu'on est en train de parler de la femme de Yaakov que la Torah emploie le terme de Shechiva, parce que le terme de Shechiva, dans la bouche et dans la tête de Yaakov, ça veut simplement dire Chibour. Là, c'est pas Yaakov. Et il rajoute Vehavenze. Comprends ça. Ça veut dire quand il dit Avenze, ça veut dire comprends ce qu'il y a derrière. Peut-être ça fait allusion à la Kabbale. À chaque fois, on est frustré. Mais c'est pas Yaakov qui parle, c'est la Torah qui parle. Oui, mais comme la Torah parle de quelque chose qui touche à Yaakov, alors on peut parler dans une terminologie yaakovienne. Et en terminologie yaakovienne, quand on parle de Shechiva, c'est pas à prendre le sens propre. Ça reste un peu forcé tout ça. Hein, ça rentre bien dans le verset parce que je le relis là et on dit Vayashkar Vayishkar Bila Pilegesh, et alors après on dit Vayishma Israël. Oui. Et Israël a compris. Non, il n'a pas compris, il a entendu. Il n'a pas simplement, il s'est pas contenté de voir, mais il a eu une interprétation, celle qu'offre le marin. Vous voulez noter que c'est Vayishma et pas Vayar. Oui. Oui, c'est au contraire. D'après le Maharal, ça aurait été mieux s'il y avait écrit Vayar, parce que Rouven a fait en sorte qu'il y ait des soupçons. Donc les soupçons auraient été plus forts s'il avait vu, mais apparemment il n'était pas là à Yaakov, ça lui a été rapporté. On a dit à Yaakov, tu sais, on a surpris ton fils Rouven dans le lit de ta femme Bila. Et ça s'est passé. C'est ça Vayishma Israël. C'est beaucoup mieux si la Torah avait Vayela, si on veut, plutôt que Vayishka. Donc ça aurait été bien. On ne va pas changer les mots, hein. Alors, puisque vous n'êtes pas encore satisfait, donc on a vu le pshat du Maharsha, qui était très difficile dans le pshat. Oui. On a vu le Maharal qui se rapproche, mais reste encore difficile. Il reste une place pour le Rav Kook, qui va à nouveau prendre ce problème par les bras, et comment on dit ? À bras le corps. Et là, il va vraiment aller jusqu'au bout de l'explication. Enfin, c'est une nouvelle explication, mais qui vraiment revendique l'intention du verset de dire ça exprès. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit le Enaya. Alors lui, il soulève encore une autre question. Comment le verset, enfin c'était un peu notre question aussi, mais il la formule comme ça. Comment le verset peut écrire des choses qui sont explicites selon le sens simple et que la Gemara se permette de dire que c'est du Keilou? C'est une question sur l'exégèse. Comment, quel droit le Tana exégète a-t-il, alors que le verset dit les choses explicites, d'après le sens simple, et l'interprétation c'est non, c'est pas, le verset ne dit pas ça, mais il dit Keilou. Ma'ale Keilou, mais c'est pas ce qui est écrit. C'est une question qu'on n'a pas soulevée. Nous, la question qu'on avait soulevée, c'était mais comment on peut lui imputer ça alors qu'il ne l'a pas fait? Mais maintenant, il y a une question d'exégèse. Comment on peut se permettre de dire c'est pas ça que le verset veut dire alors qu'il le dit? Mais oui, mais on n'a pas répondu dans le Marin que
y a eu une interruption, que c'est équivalent. Oui, mais sauf Kolsov, il y a quand même écrit Vaïshkar. Alors c'est vrai, vous avez raison, il y a aussi il y a des indices qui prouvent qu'il n'a pas fauté, mais d'un autre côté, comment on peut se permettre de dire qu'il est loup alors que ce n'est pas écrit? Ça reste quand même une difficulté. Alors, voilà la grande idée. Quand la Torah nous décrit des événements, il y a souvent des récits d'événements dans la Torah. Si la Torah prend la peine de nous décrire des événements, c'est parce que c'est important. Tous les événements, Kol ha-me'oraot, she'al-pi ha-chokhma ha-elokit ha-elyona, tzrichot l'ilkatev ha-Torah. Tous les événements qui, d'après la sagesse divine supérieure, ont besoin d'être consignés dans la Torah. Ru'uyot lasot rishimot kedoshot aleinu. Elles sont destinées à créer des traces, des impressions sacrées sur nous. C'est-à-dire chaque relation d'un événement doit nous marquer. Ça nous parle de ça. Voilà. Upeami, et parfois, imyotua ra'inyan kipshuto, si la Torah décrivait les choses de façon simple, exactement telles qu'elles se sont passées, lo nuchal merachok la ville eterka. On risque de ne pas être capable, parce qu'on est trop éloigné, de comprendre sa vraie valeur. On risque de passer à côté de la signification de cet événement. Si on le voit, on le décrit tout simplement. Et ayesod apnimi shebo, ça nous échappe le fondement intérieur qui se trouve dedans. Umitam ze sans doute. Et c'est pour cette raison, akatuv malbish et ta'inyan belevush. Alors parfois la Torah, elle habille l'événement d'un habit, de telle manière, chez Kacher Yagia Eleinu, que lorsque l'événement habillé va nous atteindre, Yierko Mamash Oto Erech Haraoui, ça va nous marquer exactement selon ce que ça doit faire, chez Yassé Oto Erech Haraoui, chez Yassé Rishumo Aleinu. Donc parfois on est obligé, parce que sinon on va pas comprendre, on va passer à côté, on est obligé d'habiller un petit peu l'événement de choses qui n'ont pas eu lieu, pour que ça exerce sur nous la marque qui est voulue par Akadosh Baruch Hu. Ve'im b'malach hazmanim yimatzeh she'haroshem she'amatafa shel ha'inyan poel aleinu yatsa migidro metzideinu. Mais s'il arrive par la suite que, à cause de cette enveloppe, la marque que ça imprime sur nous devient exagérée, c'est-à-dire qu'on n'a pas été on n'a pas mis le curseur au bon endroit et influencé par cet habillage, et on a encore compris des choses encore plus profondes que ce n'est la réalité. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe? Donc là, on fait des contresens et la chose a des effets sur nous qui sont pas selon la vraie signification. Az tavo Torah shebalpe. Alors jusque-là on était dans la Torah shebirtav, mais à ce moment-là il y a un rééquilibrage qui s'effectue grâce à la loi orale. Vetitached ima Torah shebirtav, qui va s'unifier avec la loi écrite, le ovil et trayonenu aletsem ameora kemoshéu, c'est qui va nous permettre de conduire nos pensées sur l'histoire en question, sur l'épisode en question, exactement comme il est. Chez Az, bekibtsenu yachad et aroshem apshati shurganubo minureinu, lorsque vont se cumuler d'une part, la marque qui est liée au sens simple qu'on avait hérité de la loi écrite et auquel on est habitué depuis notre jeunesse. Va Roshem à Midrashi, Mitzat Chidusho, Veromemut Merkaro.
Et va s'associer. Donc il y a d'une part l'impression qu'on avait, nous, depuis toujours, quand on a été au Talmud Torah et qu'on nous a lu l'histoire sainte, on nous a expliqué les choses telles qu'elles sont écrites, ça nous a marqué énormément. Et maintenant, on va s'associer à ça la marque du Midrash qui va rapporter des nouveautés et qui va élever la recherche, Be'itrabrut Yachad, par le jumelage des deux, Yishamer HaRoshem Anirtze le Firuach HaTorah. On va trouver exactement la marque voulue par l'esprit de la Torah. Ça, c'est une généralité, et maintenant on va voir dans le pratique comment ça se fonctionne ici. Alors, Ma she'ishvu ma'aseh Reuven davka que ilu shachav im bila. Donc la raison pour laquelle la Torah, au sens simple, dans la loi écrite, a décrit l'acte de Reuven comme si vraiment il avait eu des relations avec Bila. Pourquoi? Alors qu'il n'a pas fait. Hu le'agdir et totsaat peulato shel Reuven al korcho veruchot shel Yaakov Avinu. C'était pour nous faire comprendre, en fait la marque que l'on veut, ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est la conséquence de l'intervention de Reuven sur Korcho, les forces, Verucho, le tempérament, l'humeur de Yaakov Avinu. Qui a nezek chez Irgish, mitzat chez Pagou bachayim ha'intimim shelo. Le préjudice que Yaakov a reçu par le fait qu'on a porté atteinte à sa vie intime. Ou bebizayon shel pilaksho ahaouva kolkar. On s'est permis d'offenser sa concubine qu'il aimait tellement. Et pourquoi il l'aimait tellement? Parce qu'elle est la représentante de Rachel. Donc c'est sa femme adorée parce que derrière elle il y a Rachel. Et en plus de ça, le préjudice qu'il lui fait son fils, et pas n'importe quel fils, son fils aîné. Kolze, Garam, Otsev, Vchalishut Adaat, le Yaakov Avinu. Cela a entraîné une tristesse, un désespoir pour Yaakov Avinu, le pachot, pas moins, mais Asher im shachav Reuven im Bila. Pas moins que si Reuven avait vraiment eu des relations avec Bila. Aval bevadai, el leze kol hashva'a mitzat chet shkiva Reuven. Mais on n'est pas du tout en train de dire que Reuven a fait ce péché-là. Donc l'idée, donc, si on remet tout ça, l'idée en fait, c'est que Reuven n'a pas fauté, il n'a pas couché avec Bila, pas du tout. Mais par contre, il a bouleversé la couche. Si la Torah avait simplement dit que Bilbel Mitzoué arrive, on lirait ça, on ne fera même pas attention. Ouais, c'est un petit point, une petite, comment on appelle ça, de l'anecdote, c'est vraiment anecdotique, quelque chose qui est vraiment anecdotique. Alors que la Torah veut nous faire comprendre que ça a été un cataclysme dans la maison d'Yaakov. On ne peut pas imaginer le désastre que ça a entraîné chez Yaakov. Alors, comment la Torah va faire? Donc la Torah, elle va écrire quelque chose qui n'a pas eu lieu d'être. Il a couché avec. Et nous, on va vivre avec ça, on va apprendre ça à l'école, et on va dire... Mais là, c'est faux, parce que là, si on le comprend, on va maintenant culpabiliser Reuven sur des choses qu'il n'a pas commises. Donc va venir la Torah chez Balpé. La Torah chez Balpé qui va dire qu'il y a une contradiction, parce qu'on ne va pas dire que Reuven a fauté, parce que si Reuven avait fauté, alors on ne dirait pas Yaakov Shnebassar, et ses enfants, on n'irait pas sur le Haréval, etc., etc. Et donc l'ensemble des deux, alors là, la Torah va nous dire, la Torah chez Balpé va nous dire, en réalité, il faut prendre ça comme simplement, non pas par rapport à la responsabilité de Reuven vis-à-vis de la faute, il n'y a pas la faute telle qu'elle est décrite, mais il faut regarder cette faute par rapport aux dégâts que ça a fait chez Yaakov. Et donc, au début, quand on avait compris qu'il a eu des relations avec Bila, on avait compris aussi, on avait intégré aussi que ça allait faire des catastrophes chez Yaakov. Mais on pensait aussi que Reuven était vraiment quelqu'un qui était trop loin. Et donc l'alliance entre la Torah chez Birta et la Torah chez Balpé nous permet d'arriver à un juste milieu, et on va rester avec la marque par rapport à Yaakov,
mais on va enlever la responsabilité de Rouven et en disant que comme Michel Rouven Kata, Eno et la Toé. Voilà là c'est vraiment, il a vraiment pris le problème du Keilou à bras le corps et il a dit c'est voulu par la Torah, c'est exprès, c'est un habillage qui a pour objectif de nous marquer, mais dans un sens particulier. Le Maharsha, le Maharal et le Rav Kook, voilà. La formule Eno et la Torah a été dite à propos de Galim. Oui. On va le voir. En fait, alors d'ailleurs, si vous regardez, sautez après le passage que nous n'avons pas encore terminé, il y aura 2 points. Et ensuite, vous allez voir, vous avez entre 2 points, vous avez une phrase Réhouven, Bene Eli, Bene Shmuel, David ou Shlomo, Yoash c'est Yoshiaou, Siman. Siman, c'est quoi Siman? C'est un moyen mnémotechnique. Un moyen mnémotechnique pour nous rappeler toute la série. Donc là, vous avez le programme de notre étude. Sur tous ces gens-là, on pense qu'ils ont fauté, ils n'ont pas fauté. C'est toute la série. Et moi, dans mon édition de Rosh Hadar, ils disent, en vérité, cette phrase-là, elle est mal placée. Il fallait la mettre avant. C'est pourquoi je me permets maintenant de la lire, pour que effectivement, on aurait dû la voir tout de suite. Que vous sachiez, maintenant, le programme, là, on est encore dans Rouven, mais quand on aura passé de partie de Rouven, on passera au Bnei Eli. Et après le Bnei Eli, le Bnei Shmuel, et après Shmuel David. Et là, on retrouvera le passage auquel vous faisiez référence. Vous n'aurez pas pu. Siman qui conclut. Siman, ça veut dire que c'est un moyen mnémotechnique. Oui, d'accord. Ah, d'accord. Non, je pensais qu'il y avait Siman en reprenant les rachètes des votes de chaque. Non, pas là. Là, non. Là, c'est simplement une liste de noms. Ah non, on ne dit pas là que Moshe, il n'y a pas, parce que pour Moshe et Aaron, on sait exactement ce qu'ils ont fait. Là, toutes ces choses-là, c'est qu'on les accuse d'actes qu'ils n'ont pas commis. L'Agmara avait tranché dans la lecture de. Dans la problématique que nous avons là n'existe pas chez Moshe et Aaron. On sait exactement ce que Moshe et Aaron ont fait, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont frappé le rocher au lieu de parler, c'est tout. Maintenant, le débat précédent, c'était quelles sont les conséquences de cette faute. Ça n'a rien à voir avec... on n'est pas du tout... C'est pour ça que j'ai dit, ça ne peut pas être ça le lien. Ça ne peut pas être ça le lien avec ce qui précède, parce que ce n'est pas du tout le même ordre. Là, dans le cas de Moshe et Aaron, on sait ce qu'ils ont fait, il n'y a aucun doute sur ce qu'ils ont fait, et toute la question est de savoir quelles ont été les conséquences de cette faute. Là, on rentre dans une soubia où les versets laissent entendre qu'ils ont fait des fautes gravissimes, et que finalement, il s'avère que c'est pas du tout ça. D'après certains, d'après d'autres, c'est oui, enfin, c'est ça tout le... Alors, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et tout ce parle de femmes, dans la série là, c'est en relation avec les relations... avec des femmes. Avec des femmes, ouais. On va voir. Pour certains, oui, peut-être pour certains, non. On est loin encore. Oui. Mais vous avez vu que le Maharsha est arrivé quand même à lui donner une dimension à l'Afrique. On n'a pas été traité comme la